14 jours et le délai tombe, froid, comme si la dignité se mesurait à un calendrier. L'ultimatum de l'ONU parle de stabilité, mais derrière ces chiffres, il installe une règle: se conformer, se taire, accepter que la résistance devienne une faute. Pour ceux qui regardent, ici comme ailleurs, que signifie le refus d'Ibrahim Traoré quand l'honneur et la souveraineté sont posés au-dessus du compromis et de la peur des sanctions? Ce compte à rebours ne décrit pas seulement une procédure diplomatique, il ouvre un choc de souveraineté dont l'onde peut dépasser le Burkina Faso. Cette séquence promet une lecture claire d'un moment où la politique cesse d'être abstraite. Il s'agit de comprendre, pas à pas, ce que révèle l'affrontement entre un ultimatum international et une décision nationale assumée. Pour le public, l'enjeu est concret: saisir comment des choix faits au sommet redescendent vers l'économie, la société et la place d'un pays dans le monde. Au centre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un symbole figé, mais comme un acteur placé sous pression, obligé d'arbitrer entre concessions immédiates et cohérence de long terme. Ce qui est en jeu dépasse un face-à-face diplomatique. C'est la question de savoir si la souveraineté peut encore servir de boussole stratégique sans conduire automatiquement à l'isolement, et si la stabilité promise de l'extérieur a un coût invisible pour ceux qui la subissent. La suite analysera les faits, les réactions et les conséquences mesurables pour distinguer la posture symbolique des effets réels. Le point de bascule tient en un chiffre et un geste: 14 jours, suivi d'un refus public qui a immédiatement déplacé le centre de gravité du débat. En rejetant l'ultimatum, Ibrahim Traoré n'a pas seulement répondu à une injonction diplomatique, il a transformé une procédure technique en épreuve politique ouverte, observée bien au-delà du Burkina Faso. Ce mini-révélateur éclaire la suite, car l'ultimatum, présenté comme un mécanisme de stabilisation, a été perçu sur place comme une remise en cause directe de la capacité d'un État à décider pour lui-même. Dès les premières heures, la réaction n'a pas été confinée aux cercles officiels. Des manifestations ont émergé dans les rues de Ouagadougou, non pour défendre un homme, mais pour affirmer une idée centrale, celle de la souveraineté nationale. Le contexte régional amplifie cette lecture. Le Burkina Faso est un pays enclavé, confronté à des défis sécuritaires, économiques et sociaux persistants, souvent dépendant de partenaires extérieurs pour son financement et son approvisionnement. Dans ce cadre, le choix d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une séquence plus large où plusieurs États du Sahel interrogent leurs relations avec les institutions internationales et les puissances traditionnelles. Ce refus agit donc comme un révélateur double. À l'intérieur, il teste la capacité de la société burkinabé à soutenir une ligne de résistance sous pression. À l'extérieur, il oblige les acteurs internationaux à se positionner face à une revendication explicite de dignité et d'autodétermination. C'est cette tension entre affirmation symbolique et contrainte concrète qui structure la suite des événements. Pour comprendre comment cette décision se traduit dans le réel, il faut quitter un instant les tribunes diplomatiques et regarder les premiers effets concrets. Ibrahim Traoré sert ici de personnage guide, non parce qu'il monopolise la scène, mais parce que ses paroles ont agi comme un déclencheur. Dans les jours qui ont suivi le refus, son discours a été repris, commenté, parfois contesté, mais rarement ignoré. Très vite, des scènes similaires se sont répétées dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Des étudiants se sont rassemblés pour discuter de souveraineté et d'avenir. Des commerçants ont affiché leur soutien par des gestes symboliques et des travailleurs ont exprimé une fierté mêlée d'inquiétude. Ces micro-cas ne relèvent pas de l'anecdote. Ils montrent comment une décision politique se diffuse dans le tissu social et modifie, même temporairement, les perceptions collectives.
L'impact précoce ne se limite pas à la rue. Dans l'appareil d'État, le refus de l'ultimatum a accéléré certaines décisions internes, notamment en matière de sécurité et de coordination avec des partenaires régionaux. Le message implicite était clair. La ligne choisie devait être cohérente, visible et assumée. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure isolée que comme le point de convergence de tensions anciennes. Son rôle consiste à canaliser un sentiment diffus, celui d'une fatigue face aux injonctions extérieures, et à le transformer en orientation politique lisible. Et concrètement, dès les premiers jours, une décision prise en haut redéfinit la manière dont une société se parle à elle-même et se projette face aux risques à venir. Avant l'ultimatum, la situation du Burkina Faso s'inscrivait dans une forme de continuité contrainte. Les relations avec les institutions internationales restaient les tendues, mais fonctionnelles, l'économie avançait à un rythme modeste et la dépendance à l'aide extérieure demeurait un paramètre structurant. Les discussions diplomatiques se déroulaient dans des cadres connus avec leurs rituels, leurs délais et leurs marges de négociation limitées. Dans ce paysage, rien n'indiquait qu'un choc symbolique majeur était imminent. Après l'annonce des 14 jours imposés, la séquence s'accélère brutalement. Le refus public d'Ibrahim Traoré agit comme un déclencheur. En quelques heures, le débat change de nature. Il ne porte plus sur des ajustements techniques, mais sur la légitimité même de l'injonction. Les déclarations officielles deviennent plus fermes, le vocabulaire se durcit et la notion de souveraineté s'impose comme axe central de communication. La première phase est celle de l'impact immédiat. Les chancelleries réagissent, certaines avec prudence, d'autres avec inquiétude. Des menaces de sanctions économiques et diplomatiques sont évoquées, renforçant l'impression d'un bras de fer assumé. À l'intérieur du pays, cette pression extérieure produit un effet paradoxal. Loin de fragmenter la société, elle favorise un réflexe de rassemblement. Des manifestations apparaissent, des messages de soutien circulent, et le refus devient un point de référence partagé même chez ceux qui doutent de ses conséquences à long terme. Vient ensuite la phase de consolidation. Le gouvernement burkinabé multiplie les signaux montrant que la décision n'est pas improvisée. Des mesures de sécurisation de l'arrière-pays sont annoncées, les discussions avec des partenaires régionaux comme le Mali et le Niger s'intensifient et des accords bilatéraux sont mis en avant pour démontrer qu'une alternative au circuit traditionnel existe. Cette période est marquée par une communication plus structurée cherchant à transformer un acte de rupture en stratégie cohérente. La troisième phase correspond aux premières répercussions visibles. À l'international, le Burkina Faso est désormais perçu comme un acteur qui accepte le risque de l'isolement relatif pour défendre une ligne politique claire. À l'intérieur, l'administration s'adapte à un climat d'incertitude accru, tandis que la population oscille entre fierté et appréhension. Le discours d'Ibrahim Traoré se répète, se précise et insiste sur la capacité du pays à compter sur ses propres ressources et sur la solidarité régionale. Cette chronologie montre un enchaînement précis, une situation contrainte mais stable, un choc déclencheur, puis une tentative de transformation de la crise en levier politique. Elle prépare surtout la question suivante. Au-delà des mots et des symboles, quels éléments concrets permettent d'évaluer si cette trajectoire est tenable dans le temps? Pour dépasser le registre symbolique, la trajectoire engagée doit être évaluée à l'aune d'indicateurs mesurables. Le premier concerne la croissance économique, souvent utilisée comme thermomètre de crédibilité. Avant l'ultimatum, le Burkina Faso affichait une progression modeste autour de 2%, principalement portée par l'agriculture et l'exploitation minière.
Après la mise en œuvre de politiques axées sur l'autonomie productive, les autorités ont mis en avant une accélération marquée avec une croissance annoncée de 41% en moins d'un an. Ce delta spectaculaire est interprété comme le résultat d'un recentrage sur la production locale et les circuits internes, même s'il s'inscrit dans un contexte exceptionnel et reste fragile. Un deuxième indicateur clé touche à l'autosuffisance alimentaire. Avant la crise, le pays dépendait fortement des importations, notamment pour les céréales, avec un taux de dépendance estimé à 40%. Dans le cadre du programme Terre du peuple, lancé après le refus de l'ultimatum, environ 12 000 hectares ont été remis en culture. Une part importante de ces terres est exploitée par des coopératives de femmes et de jeunes, ce qui a permis non seulement de réduire certaines importations, mais aussi de créer des emplois locaux et de renforcer les circuits économiques internes. Le changement ne se mesure pas uniquement en volume produit, mais dans la réorganisation des priorités agricoles. Le troisième indicateur concerne l'énergie, secteur stratégique dans un contexte de pression extérieure. Historiquement dépendant des importations de carburant et d'électricité, le Burkina Faso a vu la part de l'électricité produite localement passer de 18% à 31% en environ 10 mois. Cette progression reste limitée en valeur absolue, mais elle constitue un signal fort dans une logique de souveraineté énergétique. Elle traduit une volonté de réduire la vulnérabilité aux chocs extérieurs, même si l'équilibre global du secteur demeure précaire. À ces chiffres s'ajoute un élément structurel lié aux ressources naturelles. Une nationalisation partielle de certaines mines d'or a permis à l'État de récupérer environ 30% des recettes issues de l'exploitation. Ces fonds sont présentés comme étant réinvestis dans des projets locaux et communautaires, créant un mécanisme de redistribution interne qui rompt avec les schémas antérieurs dominés par des acteurs étrangers. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un schéma clair, car Ibrahim Traoré a cherché à transformer une confrontation diplomatique en opportunité de réorientation économique. Les chiffres suggèrent une capacité de résistance réelle, mais ils n'éliminent pas les risques. Ils montrent surtout une transition en cours, encore dépendante de sa durée et de la cohérence entre discours politique et résultats concrets. Les critiques adressées à cette stratégie sont structurées autour de deux arguments centraux. Le premier affirme que la résistance face aux pressions internationales expose le Burkina Faso à un isolement économique dangereux. Selon cette lecture, la réduction de l'aide extérieure et le retrait de certains investisseurs risqueraient de provoquer une contraction durable de l'économie, accentuant les pénuries et fragilisant les services essentiels. Dans un pays déjà confronté à des contraintes sécuritaires et sociales, cette perspective s'est présentée comme un pari excessivement risqué. Le second argument met en avant la dépendance persistante du pays à l'égard de l'extérieur, notamment pour l'énergie, les biens manufacturés et certaines infrastructures. Les détracteurs soulignent que l'autosuffisance affichée reste partielle et que les progrès mesurés pourraient être rapidement annulés si les sanctions se durcissent ou si les partenariats régionaux ne suffisent pas à compenser les pertes. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré serait davantage symbolique que soutenable sur le long terme. La réponse apportée par les autorités burkinabées s'articule autour d'une logique de priorisation plutôt que de rupture totale. Il ne s'agit pas, selon elles, de refuser toute coopération extérieure, mais de rééquilibrer les rapports en réduisant les dépendances jugées les plus critiques. Les chiffres avancés sur l'agriculture, l'énergie et les ressources minières sont utilisés pour démontrer qu'une marge de manœuvre existe, même limitée, et qu'elle peut être élargie
par des choix politiques cohérents. Un autre élément de réponse concerne la dynamique régionale. Le renforcement des liens avec des pays voisins comme le Mali et le Niger est présenté comme une alternative partielle à l'isolement redouté. Cette coopération sud-sud ne remplace pas les flux financiers occidentaux, mais elle offre des relais commerciaux, énergétiques et symboliques qui amortissent le choc. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré défend l'idée que la vulnérabilité immédiate peut être le prix d'une autonomie progressive. La confrontation entre ses critiques et ses réponses ne tranche pas définitivement le débat. Elle met en lumière une tension fondamentale: accepter une dépendance stabilisatrice ou assumer une transition incertaine vers plus de souveraineté. C'est cette tension qui continue de structurer les choix à venir. Ce basculement marque un changement décisif dans la lecture de la situation. Jusqu'ici, le refus de l'ultimatum pouvait être interprété comme un geste avant tout symbolique, destiné à affirmer une position morale. À ce stade, il apparaît comme le point médian d'une recomposition plus large. Ibrahim Traoré ne se contente plus d'opposer un non diplomatique. Il inscrit ce refus dans une architecture politique et économique visant à durer. Ce révélateur central tient à un détail souvent sous-estimé: la capacité à transformer la pression extérieure en levier interne. Les sanctions évoquées, au lieu de figer l'action publique, ont servi d'argument pour accélérer des réformes déjà envisagées, notamment en matière d'autosuffisance et de coopération régionale. Le discours change de registre. Il ne parle plus seulement de dignité, mais de méthode, de priorité et de séquençage des décisions. À partir de ce point, la trajectoire du Burkina Faso cesse d'être uniquement réactive. Elle devient proactive avec une logique claire: accepter des coûts à court terme pour redéfinir les règles du jeu à moyen terme. Ce déplacement du centre de gravité explique pourquoi la situation ne se résume plus à un bras de fer ponctuel, mais à une tentative assumée de redéfinition stratégique. Les effets de cette trajectoire se lisent différemment selon les acteurs concernés. Pour l'État d'abord, la décision a renforcé une logique de recentralisation stratégique. Les autorités ont cherché à sécuriser des marges de manœuvre budgétaires et politiques en s'appuyant davantage sur les ressources internes et sur des partenariats régionaux. Cette posture accroît la capacité de négociation, mais elle expose aussi l'appareil public à une pression constante, car chaque écart entre discours et résultats est immédiatement scruté. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le garant de la cohérence globale, tenu d'arbitrer entre urgence politique et soutenabilité administrative. Pour les entreprises locales, la situation est ambivalente. D'un côté, la réduction de certaines importations et la promotion de la production nationale ouvrent des opportunités inédites pour l'agriculture, la transformation et les circuits courts. Des acteurs jusque-là marginalisés trouvent une place accrue dans l'économie interne. De l'autre, l'accès limité au financement extérieur et aux intrants importés crée des contraintes réelles, notamment pour les secteurs dépendants de technologies ou de pièces venues de l'étranger. Le risque est celui d'un développement inégal, dynamique dans certains segments, fragile dans d'autres. Pour les citoyens, les conséquences sont à la fois matérielles et symboliques. Sur le plan concret, la vie quotidienne reste marquée par des tensions sur les prix, l'énergie et certains biens essentiels. Mais sur le plan social, un changement perceptible s'opère. Le refus de l'ultimatum a renforcé un sentiment de fierté et de participation collective, donnant à beaucoup l'impression de prendre part à une décision historique plutôt que de la subir. Ce capital symbolique soutient la patience sociale, mais il n'est pas infini et dépendra de résultats tangibles. Enfin, au niveau régional et international, le Burkina Faso est devenu un point de référence.
Pour certains voisins, la démarche d'Ibrahim Traoré illustre la possibilité de résister aux pressions tout en recherchant des alternatives régionales. Pour d'autres partenaires, elle constitue un signal d'incertitude incitant à la prudence ou à la redéfinition des relations. Cette visibilité accrue place le pays dans une position paradoxale, plus exposé que jamais, mais aussi plus audible. Ces quatre lectures montrent que les conséquences ne sont ni uniformes ni immédiates. Elles dessinent un équilibre instable où gains symboliques, opportunités économiques et risques structurels coexistent, et où la trajectoire choisie devra encore faire ses preuves dans la durée. À l'horizon des prochains mois, l'évolution de cette trajectoire peut être lue à travers trois scénarios distincts, sans leur assigner de probabilité. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive. Le Burkina Faso parvient à maintenir le cap de l'autosuffisance agricole et énergétique tout en absorbant partiellement le choc du retrait de certains partenaires internationaux. La croissance reste modérée, la coopération régionale joue un rôle d'amortisseur et la pression extérieure demeure présente mais contenue. Ce scénario décrit une continuité prudente où la résilience s'exerce sans transformation radicale. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement plus large. Les résultats initiaux en matière de production locale et de ressources énergétiques gagnent en crédibilité, attirant des partenariats alternatifs et renforçant la coopération Sud-Sud. Dans cette configuration, le Burkina Faso devient un point d'appui pour une réflexion continentale sur la souveraineté économique. La diversification des alliances permet de réduire certaines vulnérabilités, et les coûts initiaux de la rupture sont progressivement compensés par de nouvelles dynamiques d'investissement et d'échange. Le scénario pessimiste, enfin, met en lumière les fragilités du modèle. Les sanctions et l'isolement relatif se durcissent, les partenariats régionaux ne suffisent plus à compenser les pertes et les tensions sur l'approvisionnement s'aggravent. La croissance ralentit, voire recule, et la pression sociale augmente face aux difficultés du quotidien. Dans ce cas, la souveraineté revendiquée se heurte à des contraintes matérielles sévères, obligeant à des ajustements rapides et potentiellement coûteux. Ces trois trajectoires ne s'excluent pas mutuellement et peuvent se succéder partiellement. Elles rappellent surtout que le choix effectué n'est pas figé dans le temps. Il exige une capacité d'adaptation permanente, une lecture fine des signaux économiques et sociaux et une articulation constante entre principe et pragmatisme. Si l'objectif est ce qu'est de préserver la souveraineté sans basculer dans l'isolement, alors la clé réside moins dans un geste initial que dans la gestion patiente de ses conséquences. Pour le public qui observe cette séquence, l'enjeu n'est pas seulement géopolitique. Il touche à des questions concrètes de vie quotidienne et de projection personnelle. Lorsque des décisions de souveraineté sont prises au sommet, leurs effets finissent toujours par redescendre vers les ménages, les travailleurs et les petites structures économiques. Dans le cas du Burkina Faso, cette dynamique est déjà perceptible à travers les débats sur les prix, l'accès à l'énergie et la disponibilité de certains produits essentiels. Pour une première catégorie, celle des citoyens urbains et ruraux, l'impact se mesure dans un équilibre fragile entre fierté collective et contraintes matérielles. Le discours porté par Ibrahim Traoré renforce un sentiment de participation à un choix historique, mais il s'accompagne aussi d'une vigilance accrue face aux difficultés potentielles. La question implicite devient alors: combien de temps cette adhésion symbolique peut-elle compenser les sacrifices concrets? Pour une seconde catégorie composée d'entrepreneurs locaux, d'agriculteurs et d'initiatives communautaires, la situation ouvre des espaces nouveaux. La mise en avant de la production nationale et des circuits internes crée des opportunités réelles, mais exige aussi
des capacités d'adaptation rapides. L'absence ou la réduction de certains soutiens extérieurs oblige à innover, à mutualiser les ressources et à accepter une phase d'instabilité. Enfin, pour les observateurs extérieurs, cette trajectoire agit comme un miroir. Elle invite à réfléchir à la manière dont des choix politiques, souvent perçus comme lointains, influencent directement les conditions de vie et les marges de décision individuelles. Le cas burkinabé rappelle que la souveraineté n'est pas une abstraction. Elle se traduit par des arbitrages quotidiens, visibles et parfois inconfortables pour ceux qui en vivent les conséquences. À ce stade, la question centrale n'est plus celle du refus initial, mais celle de la mise en œuvre. La trajectoire engagée par le Burkina Faso nécessite une feuille de route lisible, structurée en étapes successives. La première consiste à consolider l'autosuffisance alimentaire en priorisant les filières déjà engagées et en sécurisant leur financement interne. L'objectif est de stabiliser les volumes produits et de réduire durablement la dépendance aux importations les plus critiques. La deuxième étape concerne l'énergie. Il s'agit d'amplifier la production locale tout en améliorant la fiabilité des infrastructures existantes. Cette phase implique des arbitrages budgétaires clairs et une coordination renforcée avec des partenaires régionaux, afin de limiter les vulnérabilités à court terme. Les indicateurs devront être suivis de manière régulière pour éviter un décalage entre ambition politique et capacité technique. La troisième étape touche aux ressources naturelles. La récupération partielle des revenus miniers doit s'accompagner de mécanismes de transparence et de réinvestissement ciblés. Sans cela, le gain financier risque de se diluer et de perdre sa portée stratégique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est placé face à une exigence de crédibilité. Démontrer que la souveraineté économique peut produire des bénéfices visibles pour la population. Une quatrième étape concerne la diplomatie. Il ne s'agit pas de rompre avec l'extérieur, mais de diversifier les partenariats et de clarifier les lignes rouges. La coopération régionale joue ici un rôle clé, à condition d'être structurée et durable. Enfin, la dernière étape relève de la gestion sociale. Maintenir l'adhésion populaire suppose une communication constante, des résultats intermédiaires tangibles et une capacité à ajuster la trajectoire sans renier les principes affichés. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle définit un cadre opérationnel pour transformer une décision symbolique en stratégie soutenable. L'image revient comme un fil conducteur discret. Des rassemblements improvisés, des discussions dans les quartiers, des regards tournés vers une même idée plutôt que vers une seule personne. Ce qui avait commencé comme une réponse à un ultimatum s'est progressivement transformé en un moment de reconnaissance collective. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme l'origine que comme le catalyseur d'un sentiment plus ancien, longtemps contenu, celui de vouloir décider sans intermédiaire. Le motif central n'est pas la confrontation, mais la réappropriation. À travers ce refus, le Burkina Faso a rouvert un espace de parole et de projection, même fragile, même incertain. La dignité et la souveraineté, souvent invoquées comme des concepts abstraits, ont pris une forme concrète dans les débats, les choix économiques et les attentes sociales. Ce rappel est essentiel, car il souligne que la portée de cette séquence dépasse les indicateurs et les scénarios. Elle touche à la manière dont une société se raconte à elle-même son avenir possible. La phrase qui s'impose alors est simple, presque dépouillée: reprendre la décision, accepter le risque. C'est cette charge émotionnelle mêlée d'espoir et de lucidité qui donne à l'histoire sa résonance. Elle ne ferme pas le débat, elle l'ancre durablement. Arrivé à ce point, il ne s'agit ni de conclure par une certitude, ni de figer un jugement définitif.
L'histoire en cours reste ouverte, traversée de tensions, d'espoir et de contradictions. Le choix porté par Ibrahim Traoré et par le Burkina Faso invite surtout à un exercice collectif. Observer sans simplifier, analyser sans idéaliser et accepter que la souveraineté soit un processus plus qu'un slogan. Pour le public, la valeur de cette séquence réside dans les questions qu'elle soulève. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre son autonomie sans basculer dans l'isolement? Quels sacrifices sont acceptables et à quel moment deviennent-ils insoutenables? Et surtout, qui décide de cette frontière? Les dirigeants, les partenaires extérieurs ou les sociétés elles-mêmes? Cette trajectoire burkinabé ne propose pas un modèle prêt à l'emploi. Elle offre un cas d'étude vivant, encore en mouvement, qui oblige à repenser les relations entre pouvoir, dignité et interdépendance dans un monde multipolaire. La discussion reste donc ouverte. Comment, selon vous, un État peut-il concilier souveraineté affirmée et coopération durable sans renoncer à l'une ou à l'autre?